Chapitre 36. Si Élisabeth, lorsqu'elle avait pris la lettre de M. Darcy, ne s'attendait pas à trouver le renouvellement de sa demande, elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait contenir. On se figure l'empressement qu'elle mit à en prendre connaissance et les sentiments contradictoires qui l'agitèrent pendant cette lecture. Tout d'abord, elle trouva stupéfiant qu'il crût possible de se justifier à ses yeux. Elle était convaincue qu'il ne pouvait donner aucune explication dont il n'eût à rougir, et se fut donc prévenue contre tout ce qu'il pourrait dire qu'elle commença le récit de ce qui s'était passé à Netherfield. Elle lisait si avidement que dans sa hâte de passer d'une phrase à l'autre, elle était incapable de saisir pleinement le sens de ce qu'elle avait sous les yeux. La conviction affirmée par Darcy au sujet de l'indifférence de Jane fut accueillie avec la plus grande incrédulité. Et l'énumération des justes objections qu'il faisait au mariage de Bingley avec sa sœur l'irritèrent trop pour qu'elle consentît à en reconnaître le bien fondé. Il n'exprimait aucun regret qui pût atténuer cette impression. Le ton de la lettre n'était pas contrit, mais hautain. C'était toujours le même orgueil et la même insolence. Mais quand elle parvint au passage relatif à Wickham, quand, avec une attention plus libre, elle lut un récit qui, s'il était vrai, devait ruiner l'opinion qu'avec tant de complaisance elle s'était formée du jeune officier, elle ressentit une impression plus pénible, en même temps que plus difficile à définir. La stupéfaction, la crainte, l'horreur même l'oppressèrent. Elle aurait voulu tout nier et ne cessait de s'exclamer en lisant « C'est faux, c'est impossible, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges !» Et lorsqu'elle eut achevé la lettre, elle se hâta de la mettre de côté en protestant qu'elle n'en tiendrait aucun compte et n'y jetterait plus les yeux. Dans cet état d'extrême agitation, elle poursuivit sa marche quelques minutes sans parvenir à mettre du calme dans ses pensées. Mais bientôt, par l'effet d'une force irrésistible, la lettre se trouva de nouveau dépliée et elle recommença la lecture mortifiante de tout ce qui avait trait à Wickham, en concentrant son attention sur le sens de chaque phrase. Ce qui concernait les rapports de Wickham avec la famille de Pemberley et la bienveillance de M. Darcy père à son égard correspondait exactement à ce que Wickham en avait dit lui-même. Sur ces points, les deux récits se confirmaient l'un l'autre, mais ils cessaient d'être d'accord sur le chapitre du testament. Élisabeth avait encore présente à la mémoire les paroles dont Wickham s'était servi en parlant du bénéfice. Il était indéniable que d'un côté ou de l'autre, elle se trouvait en présence d'une grande duplicité. Un instant, elle crut pouvoir se flatter que ses sympathies ne l'abusaient point, mais après avoir lu et relu avec attention les détails qui suivaient sur la renonciation de Wickham au bénéfice, moyennant une somme aussi considérable que 3000 livres sterling, elle sentit sa conviction s'ébranler. Quittant sa lecture, elle se mit à réfléchir sur chaque circonstance et à peser chaque témoignage, en s'efforçant d'être impartiale. Mais elle ne s'en trouva pas beaucoup plus avancée. D'un côté comme de l'autre, elle était en présence de simples assertions. Elle reprit encore la lettre, et cette fois, chaque ligne lui prouva clairement que cette affaire, qu'elle croyait impossible de présenter de manière à justifier M. Darcy, était susceptible de prendre un aspect sous lequel sa conduite apparaissait absolument irréprochable. L'accusation de prodigalité et de dévergondage portée contre Wickham excitait cependant son indignation. L'excitait d'autant plus, peut-être, qu'elle ne pouvait rien découvrir qui en prouvât l'injustice. De la vie de Wickham avant son arrivée en Hertfordshire, on ne connaissait que ce qu'il en avait raconté lui-même. D'ailleurs, en eût-elle les moyens, Élisabeth n'aurait jamais cherché à savoir ce qu'il était véritablement. Son aspect, sa voix, ses manières l'avaient établi d'emblée à ses yeux dans la possession de toutes les vertus. Elle essaya de retrouver dans son esprit quelques traits de délicatesse ou de générosité qui pût le défendre contre les accusations de M. Darcy, ou, tout au moins, en dénotant une réelle valeur morale, racheter ce qu'elle voulait considérer comme des erreurs passagères. Mais aucun souvenir de ce genre ne lui revint à la mémoire. Elle revoyait Wickham avec toute la séduction de sa personne et de ses manières,
Mais à son actif, elle ne pouvait se rappeler rien de plus sérieux que la sympathie générale dont il jouissait à Meryton et la faveur que son aisance et son entrain lui avaient conquise parmi ses camarades. Après avoir longuement réfléchi, elle reprit encore une fois sa lecture. Mais hélas, le passage relatant les desseins de Wickham sur Miss Darcy se trouvait confirmé par la conversation qu'elle avait eue la veille avec le colonel Fitzwilliam. Et, finalement, Darcy la renvoyait au témoignage de Fitzwilliam lui-même, qu'elle savait être, plus que personne, au courant des affaires de son cousin, et dont elle n'avait aucune raison de suspecter la bonne foi. Un instant, l'idée lui vint d'aller le trouver, mais la difficulté de cette démarche l'arrêta, et aussi la conviction que M. Darcy n'aurait pas hasardé une telle proposition s'il n'avait été certain que son cousin dût corroborer toutes ses affirmations. Elle se rappelait parfaitement sa première conversation avec Wickham à la soirée de Madame Phillips. Ce qu'il y avait de malséant dans des confidences de ce genre faites à une étrangère la frappait maintenant, et elle s'étonna de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Elle voyait l'indélicatesse qu'il y avait ainsi à se mettre en avant. La conduite de Wickham ne concordait pas non plus avec ses déclarations. Ne s'était-il pas vanté d'envisager sans crainte l'idée de rencontrer M. Darcy ? Cependant, pas plus tard que la semaine suivante, il s'était abstenu de paraître au bal de Netherfield. Et puis, tant que les Bingley étaient restés dans le pays, Wickham ne s'était confié qu'à elle. Mais, aussitôt après leur départ, son histoire avait défrayé partout les conversations, et il ne s'était pas fait scrupule de s'attaquer à la réputation de M. Darcy, bien qu'il lui eût assuré que son respect pour le père l'empêcherait toujours de porter atteinte à l'honneur du fils. Comme il lui apparaissait maintenant sous un jour différent, ses assiduités auprès de Miss King ne venaient plus que de vils calculs, et la médiocre fortune de la jeune fille, au lieu de prouver la modération de ses ambitions, le montrait simplement poussé par le besoin d'argent à mettre la main sur tout ce qui était à sa portée. Son attitude envers elle-même ne pouvait avoir de mobile louable. Ou bien il avait été trompé sur sa fortune, ou bien il avait satisfait sa vanité en encourageant une sympathie qu'elle avait eu l'imprudence de lui laisser voir. Dans ses derniers efforts pour les défendre, Élisabeth mettait de moins en moins de conviction. D'autre part, pour la justification de M. Darcy, elle était obligée de reconnaître que M. Bingley, longtemps auparavant, avait affirmé à Jane la correction de son amie dans cette affaire. En outre, si peu agréables que fussent ses manières, jamais au cours de leur rapport, qui, plus fréquent en dernier lieu, lui avait permis de le mieux connaître, elle n'avait rien vu chez lui qui accusât un manque de principe ou qui trahît des habitudes répréhensibles au point de vue moral ou religieux. Parmi ses relations, il était estimé et apprécié. S'il avait agi comme l'affirmait Wickham, une conduite si contraire à son honneur et au bon droit n'aurait pu être cachée, et l'amitié que lui témoignait un homme comme Bingley devenait inexplicable. Élisabeth se sentit envahir par la honte. Elle ne pouvait penser à Darcy, pas plus qu'à Wickham, sans reconnaître qu'elle avait été aveugle, absurde, pleine de partialité et de prévention. « Comment ?» s'exclamait-elle. « Ai-je pu agir de la sorte ? Moi qui étais si fière de ma clairvoyance et qui ai si souvent dédaigné la généreuse candeur de Jane. Quelle découverte humiliante! Humiliation trop méritée. L'amour n'aurait pu m'aveugler davantage, mais c'est la vanité, non l'amour, qui m'a égarée. Flattée de la présence de l'un, froissée du manque d'égard de l'autre, je me suis abandonnée dès le début à mes préventions, et j'ai jugé l'un et l'autre en dépit du bon sens. D'elle à Bingley, de Bingley à Jane, ses pensées la menèrent bientôt au point sur lequel l'explication de Darcy lui avait paru insuffisante, et elle reprit la lettre. Très différent fut l'effet produit par cette seconde lecture. Comment pouvait-elle refuser à ses assertions, dans un cas, le crédit qu'elle s'était trouvée obligée de leur donner dans l'autre ? M. Darcy déclarait qu'il n'avait pas cru à l'attachement de Jane pour son amie. Élisabeth se rappela l'opinion que Charlotte lui avait exprimée à ce sujet. Elle-même se rendait compte que Jane manifestait peu ses sentiments, même les plus vifs, et qu'il y avait dans son air et dans ses manières une sérénité qui ne donnait pas l'idée d'une grande sensibilité.
Arrivée à la partie de la lettre où M. Darcy parlait de sa famille en termes mortifiants et pourtant mérités, elle éprouva un cruel sentiment de honte. La justesse de cette critique était trop frappante pour qu'elle pût la contester, et les circonstances du bal de Netherfield, qu'il rappelait comme ayant confirmé son premier jugement, avaient produit une impression non moins forte sur l'esprit d'Élisabeth. L'hommage que Darcy lui rendait, ainsi qu'à sa sœur, la calma un peu, mais sans la consoler de la censure que le reste de sa famille s'était attirée. À la pensée que la déception de Jane avait été en fait l'œuvre des siens et que chacune des deux sœurs pouvait être atteinte dans sa réputation par de pareilles maladresses, elle ressentit un découragement tel qu'elle n'en avait encore jamais connu de semblable jusque-là. Il y avait 2 heures qu'elle arpentait le sentier, lorsque la fatigue et la pensée de son absence prolongée la ramenèrent enfin vers le presbytère. Elle rentra, avec la volonté de montrer autant d'entrain que d'habitude et d'écarter toutes les pensées qui pourraient détourner son esprit de la conversation. Elle apprit en arrivant que les gentlemen de Rosings avaient fait visite tous les 2 en son absence. M. Darcy était entré simplement quelques minutes pour prendre congé, mais le colonel Fitzwilliam était resté au presbytère plus d'1 heure dans l'attente de son retour et parlait de partir à sa recherche jusqu'à ce qu'il l'eût découverte. Élisabeth put à grand-peine feindre le regret de l'avoir manqué. Au fond, elle s'en réjouissait. Le colonel Fitzwilliam ne l'intéressait plus à cette heure. La lettre seule occupait toutes ses pensées. Chapitre 37. Les 2 cousins quittèrent Rosings le lendemain, et M. Collins, qui avait été les attendre à la sortie du parc pour leur adresser un dernier et respectueux salut, eut le plaisir de témoigner que ces messieurs paraissaient en excellente santé et d'aussi bonne humeur qu'il se pouvait après les adieux attristés qu'ils venaient d'échanger à Rosings. Sur ce, il se hâta de se rendre à Rosings pour consoler Lady Catherine et sa fille. À son retour au presbytère, il transmit avec grande satisfaction un message de sa grâce, impliquant qu'elle s'ennuyait assez pour désirer les avoir tous à dîner le soir même. Élisabeth ne put revoir Lady Catherine sans se rappeler que, si elle l'avait voulu, elle lui serait maintenant présentée comme sa future nièce, et elle sourit en se représentant l'indignation de sa grâce. La conversation s'engagea d'abord sur le vide produit par le départ de ses neveux. « Je vous assure que j'en suis très affectée, » dit Lady Catherine. « Certes, personne ne sent plus que moi le chagrin d'être privé de ses amis. Mais j'ai de plus pour ces 2 jeunes gens un attachement que je sais être réciproque. Ils étaient tous 2 désolés de s'en aller. Notre cher colonel a réussi cependant à garder de l'entrain jusqu'à la fin, mais Darcy paraissait très ému, plus encore peut-être que l'an dernier. Il semble s'attacher de plus en plus à Rosings. » Ici, M. Collins plaça un compliment et une allusion que la mère et la fille accueillirent avec un sourire bienveillant. Après le dîner, Lady Catherine observa que Miss Bennet paraissait songeuse, et s'imaginant que la perspective de rentrer bientôt chez elle en était la cause, elle ajouta « Si c'est ainsi, écrivez à votre mère pour lui demander de vous laisser un peu plus longtemps. Madame Collins, j'en suis sûre, sera enchantée de vous garder encore. » « Je vous remercie, votre grâce, de cette aimable invitation, » répondit Élisabeth, « mais il m'est impossible de l'accepter. Je dois être à Londres samedi prochain. »« Quoi ? Vous n'aurez fait ici qu'un séjour de 6 semaines ? Je m'attendais à vous voir rester 2 mois. »« Madame Bennet peut certainement se passer de vous une autre quinzaine. »« Oui, mais mon père ne le peut pas. Il m'a écrit dernièrement pour me demander de hâter mon retour. »« Oh, votre père peut aussi bien se passer de vous que votre mère. Si vous restiez 1 mois encore, je pourrais ramener l'une de vous jusqu'à Londres, où j'irai passer quelques jours au début de juin. Ma femme de chambre ne faisant pas de difficulté pour voyager sur le siège, j'aurai largement de la place pour l'une de vous, et même, comme vous êtes très minces l'une et l'autre, je consentirais volontiers à vous prendre toutes les 2, si le temps n'était pas trop chaud. Je suis touchée de votre bonté, madame, mais je crois que nous devons nous en tenir à nos premiers projets. » Lady Catherine parut se résigner. « Madame Collins, vous aurez soin de faire escorter ces demoiselles par un domestique. Vous savez,
que je dis toujours ce que je pense. Or, je ne puis supporter l'idée que 2 jeunes filles voyagent seules en poste. Ce n'est pas convenable. Les jeunes filles doivent toujours être accompagnées et protégées selon leur rang. Quand ma nièce Georgiana est allée à Ramsgate l'été dernier, j'ai tenu à ce qu'elle fût accompagnée de 2 domestiques. Miss Darcy, fils de Monsieur Darcy de Pemberley et de Lady Anne, ne pouvait avec bienséance voyager d'une autre façon. Madame Collins, il faudra envoyer John avec ces demoiselles. Je suis heureuse que cette idée me soit venue à l'esprit. Vous vous feriez mal juger si vous les laissiez partir seuls. Mon oncle doit nous envoyer son domestique. Votre oncle ? Ah ? Votre oncle a un domestique ? Je suis heureuse que quelqu'un des vôtres ait pensé à ce détail. Où changez-vous de chevaux ? À Bromley, naturellement. Recommandez-vous de moi à l'hôtel de la Cloche, et l'on sera pour vous plein d'égards. Lady Catherine posa encore nombre de questions aux 2 jeunes filles sur leur voyage. Et, comme elle ne faisait pas toutes les réponses elle-même, Élisabeth dut rester attentive à la conversation, ce qui était fort heureux, car avec un esprit aussi absorbé que le sien, elle aurait risqué d'oublier où elle se trouvait. Mieux valait réserver ses réflexions pour les moments où elles s'appartiendraient. Elle s'y replongeait dès qu'elle se retrouvait seule et faisait chaque jour une promenade solitaire au cours de laquelle elle pouvait se livrer en paix aux délices de remuer des souvenirs désagréables. Elle connaissait maintenant presque par cœur la lettre de M. Darcy. Elle en avait étudié chaque phrase et les sentiments qu'elle éprouvait pour son auteur variaient d'un moment à l'autre. Le souvenir de sa déclaration éveillait encore chez elle une vive indignation, mais quand elle considérait avec quelle injustice elle l'avait jugé et condamné, sa colère se retournait contre elle-même, et la déception de Darcy lui inspirait quelque compassion. Toutefois, il continuait à ne point lui plaire. Elle ne se repentait pas de l'avoir refusé, et n'éprouvait aucun désir de le revoir. Elle trouvait une source constante de déplaisir dans le souvenir de sa propre conduite, et les fâcheux travers de sa famille étaient un sujet de réflexion plus pénible encore. De ce côté, il n'y avait malheureusement rien à espérer. Son père s'était toujours contenté de railler ses plus jeunes filles sans prendre la peine d'essayer de réprimer leur folle étourderie. Et sa mère, dont les manières étaient si loin d'être parfaites, ne trouvait rien à redire à celle de ses benjamines. Élisabeth, ainsi que Jane, s'étaient bien efforcées de modérer l'exubérance de Catherine et de Lydia, mais aussi longtemps que celles-ci se sentaient soutenues par l'indulgence de leur mère, à quoi pouvait-on aboutir ? D'un caractère faible, irritable et subissant complètement l'influence de Lydia, Catherine avait toujours pris de travers les conseils de ses aînés. Lydia, insouciante, volontaire et entêtée, ne se donnait même pas la peine de les écouter. Toutes 2 étaient paresseuses, ignorantes et coquettes. Tant qu'il resterait un officier à Meryton, elle réussirait à flirter avec lui, et tant que Meryton serait à proximité de Longbourn, elle continuerait à y passer tout leur temps. Mais c'était à sa sœur aînée que pensait le plus Élisabeth. En disculpant Bingley, les explications de Darcy avaient fait mieux sentir tout ce que Jane avait perdu. Maintenant qu'elle avait la preuve de la sincérité de son amour et de la loyauté de sa conduite, quelle tristesse pour Élisabeth de penser que le manque de bon sens et de correction des siens avait privé Jane d'un parti qui présentait de telles garanties de bonheur. Toutes ces réflexions, auxquelles venait s'ajouter le désappointement causé par la révélation du véritable caractère de M. Wickham, ne laissaient pas d'assombrir son esprit ordinairement si enjoué. Et il lui fallait faire effort pour conserver en public son air de gaieté. Les invitations de Lady Catherine furent pendant la dernière semaine de leur séjour aussi fréquentes qu'au début. C'est au château que se passa la dernière soirée. Sa grâce s'enquit minutieusement des moindres détails du voyage, donna des conseils sur la meilleure méthode pour faire les bagages et insista tellement sur la manière dont on devait plier les robes que Maria, au retour, se crut obligée de défaire sa malle et de la recommencer de fond en comble. Quand on prit congé, Lady Catherine, pleine de bienveillance, souhaita bon voyage aux jeunes filles et les invita à revenir l'année suivante à Hunsford, pendant que Miss de Bourgh condescendait à faire une révérence et à leur tendre la main à toutes 2. Chapitre 38.
Le samedi matin, Elisabeth et M. Collins arrivèrent à la salle à manger quelques minutes avant les autres. M. Collins en profita pour faire à sa cousine les compliments d'adieu qu'il jugeait indispensables. « Je ne sais, Miss Elisabeth, si Mme Collins vous a déjà dit combien votre visite l'avait touchée, mais je suis certain que vous ne quitterez pas cette maison sans recevoir ses remerciements. Nous savons que notre humble demeure n'a rien de très attirant. Nos habitudes simples, notre domesticité restreinte, la vie calme que nous menons, font de Hunsford une résidence un peu morne pour une jeune fille. Aussi, croyez bien que nous avons su apprécier la faveur de votre présence et que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que le temps ne vous semble pas trop long. » Elisabeth s'empressa d'exprimer sa gratitude et d'assurer qu'elle était enchantée de son séjour à Hunsford. Le plaisir de se retrouver avec Charlotte, les aimables attentions dont elle avait été l'objet, avaient rendu ces 6 semaines fort agréables pour elle. M. Collins, satisfait, reprit avec une solennité plus souriante. « Je suis heureux que vous ne vous soyez pas ennuyés. Nous avons certainement fait de notre mieux, et comme nous avions la bonne fortune de vous présenter dans la société la plus choisie, j'ose dire que votre séjour à Hunsford n'a pas été entièrement dénué d'intérêt. Nos rapports avec la famille de Lady Catherine sont véritablement un avantage dont peu de personnes peuvent se prévaloir. À dire vrai, si modeste que soit cette demeure, je dois reconnaître que tous ceux qui y séjournent ne sont pas à plaindre, aussi longtemps qu'ils partagent l'intimité de nos relations avec Rosings. » Ici, les mots manquèrent à M. Collins pour exprimer la chaleur de ses sentiments, et il dut faire le tour de la salle à manger pendant qu'Elisabeth essayait en quelques phrases brèves de concilier la franchise avec la politesse. « Vous pourrez en somme faire autour de vous un rapport favorable de ce que vous avez vu ici, ma chère cousine. Vous avez été le témoin journalier des attentions de Lady Catherine pour Madame Collins. Il ne semble pas, je pense, que votre amie ait à regretter, mais autant vaut sur ce point garder le silence. Laissez-moi seulement, ma chère cousine, vous souhaiter du fond du cœur autant de félicité dans le mariage. Ma chère Charlotte et moi n'avons qu'un même esprit, qu'une même pensée. Il y a entre nous une similitude de caractère et de goût vraiment extraordinaire. Il semble que nous ayons été créés l'un pour l'autre. » Elisabeth put affirmer avec sincérité que c'était là, certes, une précieuse garantie de bonheur, et ajouter avec une égale sincérité qu'elle se réjouissait des agréments de sa vie domestique. Mais elle ne fut pas fâchée de voir interrompre le tableau de cette félicité par l'entrée de celle qui en était l'auteur. Pauvre Charlotte! C'était vraiment triste de l'abandonner à une telle société. Cependant, elle avait fait son choix en connaissance de cause, et tout en regrettant le départ de ses visiteuses, elle ne semblait pas réclamer qu'on la plaignît. Sa maison, son ménage, sa paroisse, sa basse-cour et tous les intérêts qui en dépendaient n'avaient point encore perdu leur charme à ses yeux. Enfin, la chaise de poste arriva. On hissa les malles, on casa les paquets et l'on vint annoncer que tout était prêt pour le départ. Des adieux affectueux furent échangés avec Charlotte, après quoi M. Collins accompagna Elisabeth jusqu'à la voiture, en la chargeant de ses respects pour tous les siens. À quoi il ajouta des remerciements pour la bonté qu'on lui avait témoignée à Longbourn l'hiver précédent, et des compliments pour M. et Mme Gardiner qu'il n'avait jamais vus. Il avait prêté son aide à Elisabeth, puis à Maria pour monter en voiture, et la portière allait se refermer lorsqu'il leur rappela soudain d'un air consterné qu'elles avaient oublié de laisser un message pour les châtelaines de Rosings. « Mais, bien entendu, ajouta-t-il, vous souhaitez que je leur présente vos humbles respects avec l'expression de votre gratitude pour la bienveillance qu'elles vous ont témoignée pendant votre séjour ici. » Elisabeth ne fit aucune objection. On put enfin fermer la portière et la voiture s'ébranla. « Oh, Seigneur !» s'écria Maria, après quelques minutes de silence. « Il semble que nous ne soyons arrivés que d'hier. Pourtant, que de choses se sont passées depuis. »« Oui, que de choses, » dit sa compagne avec un soupir. « Nous avons dîné 9 fois à Rosings, sans compter les 2 fois où nous sommes allés y prendre le thé. Oh, que n'aurais-je pas à raconter à la maison ? Et moi,
Que n'aurais-je pas à terre ? Songea Elisabeth. Le voyage s'effectua sans encombre, et 4 heures après avoir quitté Hunsford, elles débarquèrent chez les Gardiner, où elles devaient rester quelques jours. Jane semblait être en bonne santé. Quant à son état d'esprit, Elisabeth n'eut guère le temps de s'en rendre compte au milieu des distractions de tout genre que l'amabilité de leur tante leur avait ménagées. Mais puisque Jane devait retourner avec elle à Longbourn, elle pourrait l'y observer à loisir. Chapitre 39. Ce fut dans la seconde semaine de mai que les 3 jeunes filles partirent de Gracechurch Street à destination de la ville de en Hertfordshire. Comme elles approchaient de l'auberge, où la voiture de M. Bennet devait les attendre, elles eurent la preuve de l'exactitude du cocher en voyant paraître Kitty et Lydia à la fenêtre d'une salle à manger du premier étage. Ces demoiselles, qui étaient arrivées depuis 1 heure, avaient agréablement employé leur temps à visiter le magasin d'une modiste, à contempler la sentinelle du poste d'en face et à préparer une salade de concombres. Après les premières effusions, elles désignèrent une table garnie de viande froide, telle que peut en fournir un garde-manger d'auberge. « Qu'en dites-vous » s'exclamèrent-elles d'un air triomphant. « N'est-ce pas une bonne surprise ?»« Et c'est nous qui vous offrons ce lunch » ajouta Lydia. « Seulement, vous nous prêterez de quoi le payer car nous avons vidé notre bourse dans le magasin d'en face. » Et, montrant ses achats, « Tenez, j'ai acheté ce chapeau. Il n'a rien de très remarquable, mais je le démolirai en rentrant pour voir si je puis en tirer quelque chose. » Ses sœurs l'ayant déclaré affreux, Lydia poursuivit sans se troubler. « Oh, les autres étaient bien plus laids dans cette boutique. Quand j'aurai acheté du satin d'une plus jolie nuance pour le regarnir, je crois qu'il ne fera pas mal. Du reste, qu'importe ce que nous mettrons cet été, une fois que le régiment sera parti, car il s'en va dans une quinzaine. »« Vraiment ? Il s'en va ?» s'écria Elisabeth avec satisfaction. « Oui, il quitte Meryton pour aller camper près de Brighton. Oh, je voudrais tant que papa nous emmène toutes là-bas pour y passer l'été. Ce serait délicieux et ne coûterait pas très cher. Maman aussi ne demande qu'à y aller avec nous. Autrement, imaginez ce que nous allons nous ennuyer tout l'été à Longbourn. » « En effet, pensa Elisabeth, voilà bien ce qu'il nous faut. Bonté divine, Brighton est tout un camp de militaires, alors qu'un malheureux régiment de la milice et quelques soirées de Meryton ont suffi pour nous tourner la tête. « Maintenant, j'ai une nouvelle à vous annoncer, » dit Lydia, comme elle se mettait à table. « Devinez un peu, une excellente nouvelle, sensationnelle, et concernant quelqu'un que nous aimons toutes. » Jane et Elisabeth se regardèrent, et l'une d'elles avertit le domestique qu'on n'avait plus besoin de ses services. Lydia se mit à rire. « Je reconnais bien là votre discrétion et votre amour des convenances, comme si le serveur se souciait de ce que nous racontons. Il en entend bien d'autres. Mais peu importe, il est si laid. Je suis contente qu'il soit parti. Et maintenant, voici ma nouvelle. C'est au sujet de ce cher Wickham. Il n'y a plus à craindre qu'il épouse Mary King. Elle est partie habiter chez son oncle à Liverpool. Partie pour de bon. Wickham est sauvé. Mary King aussi, ajouta Elisabeth. Elle évite un mariage imprudent quant à la fortune. Elle est bien sotte d'être partie si elle l'aimait. Mais j'espère, dit Jane, que le cœur n'était sérieusement pris ni d'un côté ni de l'autre. Pas du côté de Wickham en tout cas, je m'en porte garante. Qui pourrait aimer un laideron pareil, avec toutes ces taches de rousseur ? Elisabeth fut confuse de penser que la vulgarité d'expression mise à part, ce jugement différait peu de celui qu'elle avait porté elle-même en le qualifiant de désintéressé. Le lunch terminé, la note réglée par les aînés, on demanda la voiture et grâce à d'ingénieux arrangements, les 5 jeunes filles parvinrent à s'y caser avec leurs malles, leurs valises, leurs paquets et le supplément peu désiré que formaient les emplettes de Lydia. « Eh bien, nous voilà gentiment entassés !» s'exclama celle-ci. « Je ne regrette pas d'avoir acheté cette capote, quand ce ne serait que pour le plaisir d'avoir un carton de plus. Et maintenant que nous sommes confortablement installés, nous pouvons causer et rire jusqu'à la maison. Racontez-nous pour commencer ce que vous avez fait depuis votre départ. Avez-vous rencontré de beaux jeunes gens? Avez-vous beaucoup flirté? J'avais un peu l'espoir que l'une de vous ramènerait un mari. Ma parole, Jane sera bientôt une vieille fille.
Elle qui a presque 23 ans. Dieu du ciel, que je serais mortifiée si je n'étais pas mariée à cet âge-là. Vous n'avez pas idée du désir qu'a ma tante Phillips de vous voir mariées toutes les deux. Elle trouve que Lizzie aurait mieux fait d'accepter M. Collins. Mais je ne vois pas, pour ma part, ce que cela aurait eu de particulièrement divertissant. Mon Dieu, que je voudrais donc me marier avant vous toutes. Je pourrais ensuite vous chaperonner dans les bals. Oh, dites, ce que nous nous sommes amusés l'autre jour chez le colonel Forster, où nous étions allés, Kitty et moi, passer la journée. Madame Forster avait promis que l'on danserait le soir. À propos, nous sommes au mieux, Madame Forster et moi. Elle avait invité aussi les deux Harrington, mais Harriet était malade et Pen a dû venir seule. Alors, devinez ce que nous avons fait. Pour avoir une danseuse de plus, nous avons habillé Chamberlain en femme. Vous pensez si c'était drôle? Personne n'était au courant sauf les Forster, Kitty et moi, et aussi ma tante, à qui nous avions dû emprunter une robe. Vous ne pouvez vous figurer comme Chamberlain était réussi. Quand Denny, Wickham, Pratt et 2 ou 3 autres sont entrés, ils ne l'ont pas reconnu. Dieu, ce que j'ai ri. Et Madame Forster aussi. J'ai cru que j'en mourrais. C'est ce qui a donné l'éveil aux autres, et ils ont eu vite fait d'éventer la plaisanterie. Avec des histoires de ce genre, Lydia, secondée à l'occasion par Kitty, s'efforça tout le long de la route de distraire ses compagnes. Elisabeth écoutait le moins possible, mais force lui était d'entendre le nom de Wickham qui revenait fréquemment. La réception qu'on leur fit à Longbourn fut très chaude. Madame Bennet se réjouissait de voir que Jane n'avait rien perdu de sa beauté, et pendant le repas, M. Bennet redit plusieurs fois à Elisabeth « Je suis heureux de vous voir de retour, Lizzie. » La salle à manger était pleine. Presque tous les Lucas étaient venus chercher Maria, et les sujets de conversation étaient nombreux et variés. Lady Lucas demandait à sa fille, à travers la table, des nouvelles de l'installation de Charlotte et de son poulailler. Madame Bennet était occupée d'un côté à se faire donner par Jane des renseignements sur la mode actuelle, et de l'autre à les transmettre aux plus jeunes Mrs. Lucas, et Lydia, d'une voix sonore qui couvrait toutes les autres, énumérait à qui voulait l'entendre les distractions de leur matinée. « Oh Marie, vous auriez dû venir avec nous, nous avons tant ri. Au départ, nous avions baissé les stores pour faire croire que la voiture était vide, et nous les aurions gardés ainsi jusqu'au bout si Kitty n'avait pas eu mal au cœur. Au Georges, nous avons vraiment bien fait les choses, car nous avons offert aux voyageuses un délicieux lunch froid. Vous en auriez profité. En repartant, nous avons cru que nous ne pourrions jamais nous caser dans la voiture. C'était drôle comme tout, j'ai failli en mourir de rire. Et tout le retour, nous avons été d'une gaieté. Nous faisions tant de bruit qu'on devait nous entendre à 3 lieues à la ronde. « Je ne voudrais pas, ma chère sœur, répliqua gravement Mary, décrier de tels plaisirs. Ils conviennent, je le sais, à la généralité des femmes, mais ils n'ont pour moi aucune espèce de charme et une heure de lecture me semble infiniment préférable. » Mais Lydia n'entendit pas un mot de cette réponse. Elle écoutait rarement plus d'une demi-minute et ne prêtait jamais la moindre attention à ce que disait Mary. L'après-midi, elle pressa vivement ses sœurs ainsi que les autres jeunes filles de venir faire un tour à Meryton, mais Elisabeth s'y opposa avec fermeté. Il ne serait pas dit que les demoiselles Bennet ne pouvaient passer une demi-journée chez elle sans partir à la poursuite des officiers. Pour refuser, elle avait encore un autre motif, c'était d'éviter le plus longtemps possible le risque d'une rencontre avec Wickham. Le prochain départ du régiment lui causait un soulagement inexprimable. Dans une quinzaine, il serait loin et elle pourrait l'oublier complètement. Elle n'était pas depuis longtemps à Longbourn quand elle s'aperçut que le projet de séjour à Brighton, auquel Lydia avait fait allusion, était un sujet de fréquentes discussions entre ses parents. Elle vit tout de suite que M. Bennet n'avait pas la moindre intention de céder aux instances de sa femme, mais en même temps, les réponses qu'il lui faisait étaient si vagues et si équivoques que Mme Bennet, bien que souvent découragée, ne perdait pas l'espoir d'arriver à ses fins. Chapitre 40. Elisabeth ne pouvait contenir plus longtemps l'impatience qu'elle éprouvait de mettre Jane au courant de ce qui s'était passé à Hunsford, en supprimant naturellement tous les détails qui se rapportaient à sa sœur. Elle lui annonça donc le lendemain qu'elle allait lui causer une grande surprise
et commença le récit de la scène qui avait eu lieu entre elle et M. Darcy. L'affection fraternelle de Jane lui faisait trouver tout naturel qu'on éprouvât de l'admiration pour Élisabeth. Aussi, sa surprise fut-elle modérée et fit bientôt place à d'autres sentiments. Elle était fâchée que M. Darcy eût plaidé sa cause en termes si peu faits pour le servir, mais elle était encore plus désolée de la peine que le refus de sa sœur lui avait causée. Il n'aurait certainement pas dû se montrer si sûr de lui, mais songez combien cette confiance a augmenté sa déception. « Je le regrette infiniment, » dit Élisabeth, « mais il a d'autres sentiments qui l'aideront, j'en suis sûre, à se consoler vite. Vous ne me désapprouvez pas de l'avoir refusé ? Vous désapprouvez ? Oh non ! Mais vous me blâmez d'avoir pris le parti de Wickham avec autant de chaleur ? Non plus. Je ne vois pas que vous ayez eu tort de dire ce que vous m'avez répété. Vous ne penserez plus de même lorsque vous saurez la suite. » Élisabeth alors parla de la lettre et dit tout ce qu'elle contenait concernant Wickham. Quel coup pour la pauvre Jane, qui aurait parcouru le monde entier sans s'imaginer qu'il existât dans toute l'humanité autant de noirceur qu'elle en découvrait en ce moment dans un seul homme. Même la justification de Darcy, qui lui causait une vraie joie, ne put suffire à la consoler de cette triste découverte. Et elle s'opiniâtrait à croire que tout ceci n'était qu'une erreur, et à vouloir innocenter l'un sans accuser l'autre. « C'est inutile, » dit Élisabeth. « Vous ne parviendrez jamais à les transformer en saints tous les deux, il faut choisir. Leurs vertus et leurs mérites ne sont pas assez abondants pour pouvoir en faire deux parts convenables. Quant à moi, je suis disposée à donner la palme à M. Darcy, mais libre à vous de ne pas m'imiter. » Il fallut encore un peu de temps pour que le sourire reparût sur les lèvres de Jane. « Jamais je n'ai été aussi bouleversée, » dit-elle. « Wickham perverti à ce point, c'est à n'y pas croire. Et ce pauvre M. Darcy, pensez à ce qu'il a dû souffrir, en même temps qu'il éprouvait une si grande déception, à prendre la mauvaise opinion que vous aviez de lui et se voir obligé de vous raconter l'aventure de sa sœur. C'est vraiment trop pénible. Je suis sûre que vous le sentez comme moi. Oh non, mes regrets et ma compassion s'évanouissent quand je vois l'ardeur des vôtres. La sympathie que vous prodiguez à M. Darcy me dispense de le plaindre, et si vous continuez à vous apitoyer sur lui, je me sentirai le cœur aussi léger qu'une plume. Pauvre Wickham, il y a dans sa personne un tel air de droiture, et dans ses manières tant de franchise et de distinction. Il est certain que de ces deux hommes, l'un possède les qualités et l'autre en a l'apparence. Je n'ai jamais trouvé que M. Darcy n'en eût pas aussi l'apparence. Il y a un point sur lequel je voudrais votre avis. Faut-il ouvrir les yeux de nos amis sur la véritable personnalité de Wickham ? Après avoir réfléchi un instant. « Je ne vois pas, » répondit Jane, « la nécessité de le livrer ainsi au mépris général. Vous-même, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il vaut mieux se taire. M. Darcy ne m'a pas autorisé à publier ses confidences. D'ailleurs, tout ce qui a trait à sa sœur doit être gardé secret. Si j'entreprends d'éclairer l'opinion sur les autres points, on ne me croira pas. Les préventions contre M. Darcy sont telles que si j'essayais de le faire voir sous un meilleur jour, la moitié des bonnes gens de Meryton en ferait une maladie. Cette idée me paralyse. Du reste, Wickham va s'en aller. Une fois parti, peu importe que l'on sache ou non ce qu'il est en réalité. Vous avez tout à fait raison. En publiant ses fautes, on pourrait le perdre sans retour. Peut-être se repent-il maintenant de sa conduite et s'efforce-t-il de s'amender. Il ne faut pas l'en décourager. Cette conversation calma l'agitation d'Élisabeth. Déchargée ainsi de deux des secrets dont elle avait porté le poids durant cette quinzaine, elle avait le réconfort de sentir maintenant près d'elle une sœur toujours prête à accueillir ses confidences. Toutefois, il y avait encore une chose que la prudence lui interdisait de découvrir. Elle n'osait faire connaître à Jane le reste de la lettre de M. Darcy, ni lui révéler la sincérité du sentiment que M. Bingley avait eu pour elle. Maintenant qu'elle était au calme, Élisabeth pouvait se rendre compte du véritable état d'esprit de sa sœur.
Jane, elle s'en aperçut vite, n'était pas consolée. Elle conservait pour Bingley une tendre affection, et comme son cœur auparavant n'avait jamais été touché, cette inclination avait la force d'un premier amour, auquel son âge et son caractère donnaient une constance qu'on ne voit pas d'ordinaire dans les attachements de première jeunesse. Et telle était la ferveur de ses souvenirs et de sa fidélité à l'objet de son choix, qu'il lui fallait toute sa raison et un vif désir de ne chagriner personne pour ne pas s'abandonner à des regrets capables d'altérer sa santé et de troubler la tranquillité des siens. « Eh bien, Lizzie, dit un jour Madame Bennet, que pensez-vous de cette malheureuse histoire de Jane ? Quant à moi, je suis bien décidée à n'en plus parler à personne. Je le disais encore à votre tante Phillips l'autre jour. À ce que j'ai compris, Jane n'a pas vu M. Bingley à Londres. Ce jeune homme est vraiment un triste personnage, et je crois qu'il n'y a plus de ce côté aucun espoir pour votre sœur. Il n'est pas question de son retour à Netherfield cet été, m'ont dit les gens qualifiés pour le savoir, à qui je l'ai demandé. Je ne crois pas qu'il revienne jamais. Oh, qu'il fasse ce qu'il voudra. Personne ne lui demande de revenir. Mais je n'en affirme pas moins qu'il s'est fort mal conduit envers ma fille, et qu'à la place de Jane, je ne l'aurais pas supporté. Lorsqu'elle sera morte de chagrin, je suis sûre qu'il regrettera ce qu'il a fait. Mais Élisabeth, à qui cette perspective ne donnait aucun réconfort, garda le silence. « Alors, Lizzie, reprit bientôt sa mère, les Collins mènent une existence confortable ? C'est bien, c'est très bien. J'espère seulement que cela durera. Et comment mange-t-on chez eux ? Je suis sûre que Charlotte est une excellente ménagère. Si elle est seulement moitié aussi serrée que sa mère, elle fera d'assez sérieuses économies. Il n'y a rien d'extravagant, je présume, dans leur manière de vivre. Non, rien du tout. On doit regarder de près à la dépense, croyez-moi. Certes, en voilà qui auront soin de ne pas dépasser leurs revenus. Ils ne connaîtront jamais les embarras d'argent. Tant mieux pour eux. Je pense qu'ils parlent souvent du jour où, votre père disparut, ils seront maîtres de cette propriété. Ils considèrent sans doute Longbourn comme leur appartenant déjà. Ce sujet, ma mère, ne pouvait être abordé devant moi. Non. C'eût été plutôt étrange de leur part. Mais je ne doute pas qu'ils n'en causent souvent entre eux. Tant mieux. Si leur conscience leur permet de prendre un domaine qui ne devrait pas leur revenir. Pour ma part, j'aurais honte d'un héritage qui m'arriverait dans de telles conditions. Chapitre 41. La semaine du retour fut vite écoulée. Celle qui suivit devait être la dernière que le régiment passait à Meryton. Toute la jeunesse féminine du voisinage donnait les signes d'un profond abattement. La tristesse semblait universelle. Seuls, les aînés des demoiselles Bennet étaient encore en état de manger, dormir et vaquer à leurs occupations ordinaires. Cette insensibilité leur était du reste souvent reprochée par Kitty et Lydia, dont la détresse était infinie et qui ne pouvaient comprendre une telle dureté de cœur chez des membres de leur famille. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ?» s'exclamaient-elles sans cesse, dans l'amertume de leur désespoir. « Comment avez-vous le cœur de sourire ainsi, Lizzie ?» Leur mère compatissait à leur chagrin, en se rappelant ce qu'elle avait souffert elle-même 25 ans auparavant, dans de semblables circonstances. « Moi aussi, j'ai pleuré 2 jours entiers lorsque le régiment du colonel Miller est parti. Je croyais bien que mon cœur allait se briser. »« Oh, le mien n'y résistera pas, j'en suis sûre, » déclara Lydia. « Si seulement on pouvait aller à Brighton, fit Madame Bennet. « Oui, si on le pouvait, mais papa ne fait rien pour nous être agréable. Quelques bains de mer me rendraient la santé pour longtemps. Et ma tante Phillips est convaincue que cela me ferait aussi le plus grand bien, » ajouta Kitty. Telles étaient les lamentations qui ne cessaient de résonner à Longbourn. Élisabeth aurait voulu en rire, mais cette idée céda bientôt à un sentiment de honte. Elle sentit de nouveau la justesse des appréciations de Darcy et comprit, comme elle ne l'avait point fait encore, son intervention dans les projets de son amie.
Mais toutes les idées sombres de Lydia s'envolèrent comme par enchantement lorsqu'elle reçut de Madame Forster, la femme du colonel du régiment, une invitation à l'accompagner à Brighton. Cette amie incomparable était une femme toute jeune et tout récemment mariée. La bonne humeur et l'entrain qui les caractérisaient toutes deux l'avaient vite rapprochée de Lydia. Leur relation ne datait que de 3 mois, et depuis 2 mois déjà, elles étaient sur un pied de grande intimité. Les transports de Lydia à cette nouvelle, la joie de sa mère, la jalousie de Kitty ne peuvent se décrire. Lydia, ravie, parcourait la maison en réclamant bruyamment les félicitations de tout le monde, tandis qu'au salon, Kitty exhalait son dépit en termes aussi aigres qu'excessifs. « Je ne vois pas pourquoi Madame Forster ne m'a pas invitée aussi bien que Lydia. J'ai autant de droits qu'elle à être invitée. Plus même, puisque je suis son aînée de 2 ans. » En vain, Élisabeth essayait-elle de la raisonner, et Jane de lui prêcher la résignation. Élisabeth était si loin de partager la satisfaction de Madame Bennet qu'elle considérait cette invitation comme le plus sûr moyen de faire perdre à Lydia tout ce qui lui restait de bon sens. Aussi, malgré sa répugnance pour cette démarche, elle ne put s'empêcher d'aller trouver son père pour lui demander de ne point la laisser partir. Elle lui représenta le manque de tenue de sa sœur, le peu de profit qu'elle tirerait de la société d'une personne comme Madame Forster, et les dangers qu'elle courrait à Brighton, où les tentations étaient certainement plus nombreuses que dans le petit cercle de Meryton. M. Bennet, après l'avoir écouté attentivement, lui répondit « Lydia ne se calmera pas tant qu'elle ne sera pas exhibée dans un endroit à la mode. Or, nous ne pouvons espérer qu'elle trouvera une meilleure occasion de le faire avec aussi peu de dépenses et d'inconvénients pour le reste de la famille. Si vous saviez le tort que Lydia peut nous causer, ou plutôt nous a causé déjà, par la liberté et la hardiesse de ses manières, je suis sûre que vous en jugeriez autrement. »« Le tort que Lydia nous a causé ?» répéta M. Bennet. « Quoi ? Aurait-elle mis en fuite un de vos soupirants ? Pauvre petite Lizzie. Mais remettez-vous. Les esprits assez délicats pour s'affecter d'aussi peu de choses ne méritent pas d'être regrettés. Allons, faites-moi la liste de ces pitoyables candidats que cet écervelé de Lydia a effarouchés. Vous vous méprenez. Je n'ai point de tel grief, et c'est à un point de vue général et non particulier que je parle en ce moment. C'est notre réputation, notre respectabilité, qui peut être atteinte par la folle légèreté, l'assurance et le mépris de toute contrainte qui forment le fond du caractère de Lydia. Excusez-moi, mon père, de vous parler avec cette franchise, mais si vous ne prenez pas la peine de réprimer vous-même son exubérance et de lui apprendre que la vie est faite de choses plus sérieuses que celles qui l'occupent en ce moment, il sera bientôt impossible de la corriger. Et Lydia se trouvera être à 16 ans la plus enragée coquette qui se puisse imaginer. Coquette aussi dans le sens le plus vulgaire du mot, sans autre attrait que sa jeunesse et un physique agréable, et que son ignorance et son manque de jugement rendront incapable de se préserver du ridicule que lui attirera sa fureur à se faire admirer. Kitty court les mêmes dangers, puisqu'elle suit en tout l'exemple de Lydia. Vaniteuse, ignorante, frivole, pouvez-vous croire, mon cher père, qu'elles ne seront pas critiquées et méprisées partout où elles iront, et que, souvent, leurs sœurs ne se trouveront pas comprises dans le même jugement ? M. Bennet, voyant la chaleur avec laquelle parlait sa fille, lui prit affectueusement la main et répondit « Ne vous tourmentez pas, ma chérie. Partout où l'on vous verra ainsi que Jane, vous serez appréciée et respectée. Nous n'aurons pas la paix à Longbourn si Lydia ne va pas à Brighton. Laissons-la y aller. Le colonel Forster est un homme sérieux qui ne la laissera courir aucun danger. Et le manque de fortune de Lydia l'empêche heureusement d'être un objet de convoitise. À Brighton, d'ailleurs, elle perdra de son importance, même au point de vue du flirt. Les officiers y trouveront des femmes plus dignes de leurs hommages. Espérons plutôt que ce séjour la persuadera de son insignifiance. » Élisabeth dut se contenter de cette réponse, et elle quitta son père déçue et peinée. Cependant, il n'était pas dans sa nature de s'appesantir sur les contrariétés. Elle avait fait son devoir. Se mettre en peine maintenant pour des maux qu'elle ne pouvait empêcher, ou les augmenter par son inquiétude,
ne servirait à rien. L'indignation de Lydia et de sa mère eût été sans borne si elles avaient pu entendre cette conversation. Pour Lydia, ce séjour à Brighton représentait toutes les possibilités de bonheur terrestre. Avec les yeux de l'imagination, elle voyait la ville aux rues encombrées de militaires. Elle voyait les splendeurs du camp, avec les tentes alignées dans une imposante uniformité, tout rutilant d'uniforme, frémissant de jeunesse et de gaieté. Elle se voyait enfin l'objet des hommages d'un nombre impressionnant d'officiers. Qu'eût-elle pensé si elle avait su que sa sœur tentait de l'arracher à d'aussi merveilleuses perspectives? Élisabeth allait revoir Wickham pour la dernière fois. Comme elle l'avait rencontré à plusieurs reprises depuis son retour, cette pensée ne lui causait plus d'agitation. Aucun reste de son ancienne sympathie ne venait non plus la troubler. Elle avait même découvert dans ses manières aimables, qui l'avaient tant charmée naguère, une affectation, une monotonie, qu'elle jugeait maintenant fastidieuse. Le désir qu'il témoigna bientôt de lui renouveler les marques de sympathie particulières qu'il lui avait données au début de leur relation, après ce qu'elle savait, ne pouvait que l'irriter. Tout en se dérobant aux manifestations d'une galanterie frivole et vaine, la pensée qu'il put la croire flattée de ses nouvelles avances et disposée à y répondre, lui causait une profonde mortification. Le jour qui précéda le départ du régiment, Wickham et d'autres officiers dînèrent à Longbourn. Élisabeth était si peu disposée à se séparer de lui en termes aimables qu'elle profita d'une question qu'il lui posait sur son voyage à Hunsford pour mentionner le séjour de 3 semaines que M. Darcy et le colonel Fitzwilliam avaient fait à Rosings, et demanda à Wickham s'il connaissait ce dernier. Un regard surpris, ennuyeux, inquiet même, accueillit cette question. Toutefois, après un temps de réflexion, il reprit son air souriant pour dire qu'il avait vu le colonel Fitzwilliam jadis, et après avoir observé que c'était un gentleman, demanda à Élisabeth s'il lui avait plu. Elle lui répondit par l'affirmative. D'un air indifférent, il ajouta « Combien de temps, dites-vous, qu'il a passé à Rosings ?»« 3 semaines environ. »« Et vous l'avez vu souvent ?»« Presque journellement. »« Il ressemble assez peu à son cousin. »« En effet. Mais je trouve que M. Darcy gagne à être connu. »« Vraiment ?» s'écria Wickham, avec un regard qui n'échappa point à Élisabeth. « Et pourrais-je vous demander… » Mais, se ressaisissant, il ajouta d'un ton plus enjoué. « Est-ce dans ses manières qu'il a gagné ? A-t-il daigné ajouter un peu de civilité à ses façons ordinaires ? Car je n'ose espérer, dit-il d'un ton plus grave, que le fond de sa nature ait changé. »« Oh non, répliqua Élisabeth. Sur ce point, je crois qu'il est exactement le même qu'autrefois. » Wickham parut se demander ce qu'il fallait penser de ce langage énigmatique, et il prêta une attention anxieuse à Élisabeth pendant qu'elle continuait. « Quand je dis qu'il gagne à être connu, je ne veux pas dire que ses manières ou sa tournure d'esprit s'améliorent, mais qu'en le connaissant plus intimement, on est à même de mieux l'apprécier. » La rougeur qui se répandit sur le visage de Wickham et l'inquiétude de son regard dénoncèrent le trouble de son esprit. Pendant quelques minutes, il garda le silence. Puis, dominant son embarras, il se tourna de nouveau vers Élisabeth et de sa voix la plus persuasive, lui dit « Vous, qui connaissez mes sentiments à l'égard de M. Darcy, vous pouvez comprendre facilement ce que j'éprouve. Je me réjouis de ce qu'il ait la sagesse de prendre, ne serait-ce que les apparences de la droiture. Son orgueil, dirigé dans ce sens, peut avoir d'heureux effets, sinon pour lui, du moins pour les autres, en le détournant d'agir avec la déloyauté dont j'ai tant souffert pour ma part. J'ai peur seulement qu'il n'adopte cette nouvelle attitude que lorsqu'il se trouve devant sa tante, dont l'opinion et le jugement lui inspirent une crainte respectueuse. Cette crainte a toujours opéré sur lui. Sans doute faut-il en voir la cause dans le désir qu'il a d'épouser Miss de Bourgh, car je suis certain que ce désir lui tient fort à cœur. » Élisabeth, à ces derniers mots, ne put réprimer un sourire, mais elle répondit seulement par un léger signe de tête. Pendant le reste de la soirée, Wickham montra le même entrain que d'habitude, mais sans plus rechercher sa compagnie, et lorsqu'ils se séparèrent à la fin, ce fut avec la même civilité de part et d'autre,
et peut-être bien aussi le même désir de ne jamais se revoir. Lydia accompagnait les Forster à Meryton, d'où le départ devait avoir lieu le lendemain de fort bonne heure. La séparation fut plus tapageuse qu'émouvante. Kitty fut la seule à verser des larmes, mais des larmes d'envie. Madame Bennet, prolixe en vœux de joyeux séjours, enjoignit avec force à sa fille de ne pas perdre une occasion de s'amuser. Conseil qui, selon toute apparence, ne manquerait pas d'être suivi. Et dans les transports de joie de Lydia, se perdirent les adieux plus discrets de ses sœurs. Chapitre 42. Si Élisabeth n'avait eu sous les yeux que le spectacle de sa propre famille, elle n'aurait pu se former une idée très avantageuse de la félicité conjugale. Son père, séduit par la jeunesse, la beauté et les apparences d'une heureuse nature, avait épousé une femme dont l'esprit étroit et le manque de jugement avaient eu vite fait d'éteindre en lui toute véritable affection. Avec le respect, l'estime et la confiance, tous ses rêves de bonheur domestique s'étaient trouvés détruits. M. Bennet n'était pas homme à chercher un réconfort dans ses plaisirs, auxquels tant d'autres ont recours pour se consoler de déceptions causées par leur imprudence. Il aimait la campagne, les livres, et ses goûts furent la source de ses principales jouissances. La seule chose dont il fut redevable à sa femme était l'amusement que lui procuraient son ignorance et sa sottise. Ce n'est évidemment pas le genre de bonheur qu'un homme souhaite de voir à sa femme, mais, à défaut du reste, un philosophe se contente des distractions qui sont à sa portée. Ce qu'il y avait d'incorrect à cet égard dans les manières de M. Bennet n'échappait point à Élisabeth, et l'avait toujours peiné. Cependant, appréciant les qualités de son père et touchée de l'affectueuse prédilection qu'il lui témoignait, elle essayait de fermer les yeux sur ce qu'elle ne pouvait approuver et tâchait d'oublier ses atteintes continuelles au respect conjugal, qui, en exposant une mère à la critique de ses propres enfants, était si profondément regrettable. Mais elle n'avait jamais compris, comme elle le faisait maintenant, les désavantages réservés aux enfants nés d'une union si mal assortie, ni le bonheur qu'auraient pu ajouter à leur existence les qualités très réelles de leur père, s'il avait seulement pris la peine de les cultiver davantage. Hors la joie qu'elle eut de voir s'éloigner Wickham, Élisabeth n'eut guère à se féliciter du départ du régiment. Les réunions au dehors avaient perdu de leur animation, tandis qu'à la maison les gémissements de sa mère et de ses sœurs sur le manque de distraction ôtaient tout agrément au cercle familial. Somme toute, il lui fallait reconnaître, après tant d'autres, qu'un événement auquel elle avait aspiré avec tant d'ardeur ne lui apportait pas toute la satisfaction qu'elle en attendait. Lydia, en partant, avait fait la promesse d'écrire souvent et avec grand détail à sa mère et à Kitty. Mais ses lettres étaient toujours très courtes et se faisaient attendre longtemps. Celles qu'elle adressait à sa mère contenaient peu de choses. Elle revenait avec son amie de la bibliothèque où elle avait rencontré tel ou tel officier. Elle avait vu des toilettes qui l'avaient transportée d'admiration. Elle-même avait acheté une robe et une ombrelle dont elle aurait voulu envoyer la description, mais elle devait terminer sa lettre en toute hâte parce qu'elle entendait Madame Forster qui l'appelait pour se rendre avec elle au camp. Les lettres à Kitty, plus copieuses, n'en apprenaient guère plus, car elles étaient trop remplies de passages soulignés pour pouvoir être communiquées au reste de la famille. Au bout de 2 ou 3 semaines après le départ de Lydia, la bonne humeur et l'entrain reparurent à Longbourn. Tout reprenait, aux environs, un aspect plus joyeux. Les familles qui avaient passé l'hiver à la ville revenaient, et avec elles, les élégances et les distractions de la belle saison. Madame Bennet retrouvait sa sérénité agressive et Kitty, vers les milieux de juin, se trouva assez remise pour pouvoir entrer dans Meryton sans verser de larmes. Le temps fixé pour l'excursion dans le nord approchait, quand, à peine une quinzaine de jours auparavant, arriva une lettre de Madame Gardiner, qui, tout ensemble, en retardait la date et en abrégeait la durée. M. Gardiner était retenu pour ses affaires jusqu'en juillet et devait être de retour à Londres à la fin du même mois. Ceci laissait trop peu de temps pour aller si loin et visiter tout ce qu'il se proposait de voir. Mieux valait renoncer au lac et se contenter d'un programme plus modeste.
Le nouveau plan de monsieur et madame Gardiner était de ne pas dépasser le Derbyshire. Il y avait assez à voir dans cette région pour occuper la plus grande partie de leurs 3 semaines de voyage, et madame Gardiner trouvait à ce projet un attrait particulier. La petite ville où elle avait vécu plusieurs années et où il pensait s'arrêter quelques jours l'attirait autant que les beautés fameuses de Matlock, Chatsworth et Dovedale. Élisabeth éprouva un vif désappointement. C'était son rêve de visiter la région des lacs. Mais disposée par nature à s'accommoder de toutes les circonstances, elle ne fut pas longue à se consoler. Le Derbyshire lui rappelait bien des choses. Il lui était impossible de voir ce nom sans penser à Pemberley et à son propriétaire. Tout de même, pensa-t-elle, je puis bien pénétrer dans le comté qu'il habite et y dérober quelques cristaux de space sans qu'il m'aperçoive. Les 4 semaines d'attente finirent par s'écouler, et monsieur et madame Gardiner arrivèrent à Longbourn avec leurs 4 enfants. Ceux-ci, 2 petites filles de 6 et 8 ans et 2 garçons plus jeunes, devaient être confiés aux soins de leur cousine Jane, qui jouissait auprès d'eux d'un grand prestige, et que son bon sens et sa douceur adaptaient exactement à la tâche de veiller sur eux, de les instruire, de les distraire et de les gâter. Les Gardiner ne restèrent qu'une nuit à Longbourn. Dès le lendemain matin, ils repartaient avec Élisabeth en quête d'impressions et de distractions nouvelles. Il y avait au moins un plaisir dont ils se sentaient assurés, celui de vivre ensemble dans une entente parfaite. Tous 3 étaient également capables de supporter gaiement les ennuis inévitables du voyage, d'en augmenter les agréments par leur belle humeur et de se distraire mutuellement en cas de désappointement. Ce n'est point notre intention de donner ici une description du Derbyshire, ni des endroits renommés que traversait la route. Oxford, Warwick, Kenilworth. Le lieu qui nous intéresse se limite à une petite portion du Derbyshire. Après avoir vu les principales beautés de la région, nos voyageurs se dirigèrent vers la petite ville de Lambton, ancienne résidence de madame Gardiner, où elle avait appris qu'elle retrouverait quelques connaissances. À moins de 5 milles avant Lambton, dit madame Gardiner à Élisabeth, se trouvait situé Pemberley, non pas directement sur leur route, mais à une distance d'1 ou 2 milles seulement. En arrêtant leur itinéraire, la veille de leur arrivée, madame Gardiner exprima le désir de revoir le château, et son mari, ayant déclaré qu'il ne demandait pas mieux, elle dit à Élisabeth : « N'aimeriez-vous pas, ma chérie, à faire la connaissance d'un endroit dont vous avez entendu parler si souvent ? C'est là que Wickham a passé toute sa jeunesse. » Élisabeth était horriblement embarrassée. Sa place, elle le sentait bien, n'était pas à Pemberley, et elle laissa savoir qu'elle était peu tentée par cette visite. En vérité, elle était fatiguée de voir des châteaux. Après en avoir tant parcouru, elle n'éprouvait plus aucun plaisir à contempler des rideaux de satin et des tapis somptueux. Madame Gardiner se moqua d'elle. « S'il n'était question que de voir une maison richement meublée, dit-elle, je ne serais pas tentée non plus. Mais le parc est magnifique et renferme quelques-uns des plus beaux arbres de la contrée. » Élisabeth ne dit plus rien, mais le projet ne pouvait lui convenir. L'éventualité d'une rencontre avec M. Darcy s'était présentée immédiatement à son esprit, et cette seule pensée la faisait rougir. Mieux vaudrait, pensa-t-elle, parler ouvertement à sa tante que de courir un tel risque. Ce parti, cependant, présentait lui aussi des inconvénients, et en fin de compte, elle résolut de n'y avoir recours que si l'enquête qu'elle allait faire elle-même lui révélait la présence de Darcy à Pemberley. Le soir, en se retirant, elle demanda à la femme de chambre des renseignements sur Pemberley. N'était-ce pas un endroit intéressant ? Comment se nommaient les propriétaires ? Enfin, cette question fut posée avec un peu d'angoisse. Y résidait-il en ce moment ? À sa grande satisfaction, la réponse à sa dernière demande fut négative. Et le lendemain matin, lorsque le sujet fut remis en question, Élisabeth put répondre d'un air naturel et indifférent que le projet de sa tante ne lui causait aucun déplaisir. Il fut donc décidé qu'on passerait par Pemberley.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Orgueil et Préjugés. Je pense que les chapitres que je vous ai lus là, que je viens de vous lire, c'est un petit peu longué, mais je voulais achever sur Pemberley et un éventuel retour de Darcy. On ne sait jamais. Je vérifiais si j'avais mon micro parce que noir sur noir, ça ne se voit point. Donc, nous sommes à 63% du livre et la semaine prochaine, on commencera le chapitre 43 sur, je crois, 61. Donc, on est la page 124 sur 196 à peu près. Donc, à vue de nez, je pense qu'à vue de nez, ça peut faire encore 3 semaines. À vue de nez, hein, je sais pas. Oui, largement. Parce que je vais à peu près par tranche de 20 pages, 20-30 pages. Puis là, je crois que j'ai réduit la police sur mon e-book, donc c'est plus petit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc le truc qui est intéressant, c'est que vous avez eu la lettre de Darcy la semaine dernière. Et là, on voit que ça habite les pensées d'Elisabeth. Parce qu'elle est en train de peser le pour et le contre, essayer de savoir qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a forcément un menteur entre Darcy et Wickham. Et est-ce que Darcy essaye un peu d'arranger les choses à sa sauce en paraissant sous un jour plus avantageux? Ou est-ce que c'est Wickham? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Et donc là, je crois qu'on n'a pas beaucoup plus de... On n'a pas de nouveaux personnages, il me semble pas. Je crois que tout le monde a fait son entrée. Ah, il va manquer encore Georgiana, donc la petite sœur de Darcy. On a vraiment l'idée qu'il y a cette lettre qui reste habiter les pensées d'Elisabeth, parce qu'il y a l'histoire entre Darcy et Wickham, il y a l'histoire de son intervention auprès de Bingley, parce que justement... se marier avec Jane, bon, il n'a pas besoin de dot, Bingley, je pense pas. Il est quand même plutôt aisé, mais clairement, la famille Bennet, elle fout la honte. Donc, ils ne sont pas du même niveau social. Et même si Jane, je pense, passe beaucoup plus dans la société qu'Elisabeth, qui est trop franche, qui dit les choses trop ouvertement, ou que Kitty et Lydia, qui sont des idiotes, grosso modo, bon, elles sont jeunes aussi. Ça reste un mauvais calcul. Parce que épouser Jane pour Bingley, c'est aussi se lier à cette famille. Et c'est le même problème que rencontrait Darcy et qui entravait un peu sa demande en mariage, même si au final, il l'a quand même fait. Mais bon, on est bien d'accord, c'est pas du tout une demande en mariage qu'il faut faire, pas dans ces formes-là. Enfin, vous dites pas à votre futur fiancé et eux, ou mari ou femme, que sa famille elle vous fout la honte. Ça ne se dit point. On peut le penser très fortement, mais pas l'exprimer. Du coup, vous avez vu que Lady Catherine, oh, elle est insupportable. Lady Catherine qui dit oui, alors faut tout plier comme ça, faut ranger comme ça, puis les petites faut les accompagner parce qu'elles sont mineures, elles sont pas mariées, donc faut qu'il y ait un serviteur, patati patala. Elle mène son monde, elle, hein. Oh purée, j'ai du mal, hein. Après, c'est pas du tout incompatible avec son rang aussi, je crois qu'elle est duchesse, hein. Même si elle est veuve, mais elle est duchesse, il me semble. Enfin, elle a quand même un titre par mariage, je sais pas comment on le dit, mais elle est duchesse. Donc, ils sont repartis de chez les Collins. Elle a retrouvé Jane qui a l'air plutôt en forme, même si elle est un petit peu triste. Ils sont retournés du coup chez les parents. Oui, alors il y a la question de le régiment qui s'en va. Lydia et Kitty qui sont toutes éplorées parce que oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Parce qu'elles vont s'ennuyer, etc. Et qu'il n'y a plus le prestige de l'uniforme, l'espèce d'appétence à essayer de se choper un futur officier, s'il vous plaît, hein, pas de la piétaille. Mais oh, Lydia, elle est insupportable, on dirait Madame Bennet.
Je trouve que autant Lydia et Kitty, donc Lydia c'est la plus jeune, je crois qu'elle a 16, elle a 15 ans, 15-16 ans, Kitty elle a 2 ans de plus, elles sont comme Madame Bennett, le côté jugeant, grande gueule, zéro filtre et drama. Elles sont fatigantes. Et j'ai trouvé ça très bien parce qu'on voit en fait que la lettre de Darcy à Elisabeth commence à l'influencer parce qu'elle se rendait déjà compte que sa famille fout la honte, que sa famille sa famille elle n'est pas très sortable. Elle s'en rendait compte, mais bon du coup ça fait mal effectivement que quelqu'un lui dise et quelqu'un qu'elle connaît si mal, surtout dans le cadre d'un mariage et ensuite dans le cadre d'une lettre plus ou moins d'excuses mais en remettant des couches aussi. Ce qui fait qu'elle commence à bouger par rapport à ça. En disant à son père, Lydia, faut pas qu'elle parte avec la femme du colonel Forster, là, parce que elle va être toute seule, s'il la gère pas, c'est une catastrophe. Elle va foutre la honte. Et du coup, le père, on voit bien qu'il a démissionné depuis bien longtemps, qu'il a laissé l'éducation des filles à sa femme, ce qui, je pense, n'est pas une bonne idée, parce que pour Jane et Elisabeth, pas de souci. Mary encore aussi, je pense, parce que Mary, elle est plutôt raisonnable. Mais les 2 petites dernières, elles sont faux folles. Enfin, dans le contexte de l'époque, elles sont faux folles. Elles n'auraient déjà même pas dû faire leur entrée dans le monde et être sur le marché des femmes à marier. Et d'un côté, je comprends que le père, en fait, il achète une paix sociale en disant « c'est bon, elle va y aller, elle va nous foutre la paix. Elle va arrêter de geindre et puis ma femme va arrêter de geindre aussi. » Mais est-ce que c'est un mauvais calcul? Est-ce que c'est un mauvais calcul? On ne sait pas. Et Elisabeth est partie en voyage aussi avec Monsieur et Madame Gardiner. Donc Monsieur Gardiner, pour rappel, c'est son oncle et c'est le frère de sa mère. Et je ne sais plus exactement, je crois qu'il est avocat ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. C'est lui qui a des domestiques. Vous vous souvenez? Ah, Lady Catherine, il a des domestiques, c'est bon. Nous sommes sauvés. Et donc, ils vont passer par Pemberley où, a priori, ne réside pas en ce moment Darcy parce que c'est sa maison. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je vous dis rien. Je ne vous dis rien parce que j'ai des souvenirs du film très particuliers en tête, donc je me tais. Mais alors, d'après vous, avec tous ces éléments-là, là, on a l'impression qu'au niveau, par exemple, de Jane et Bingley, c'est mort, ce qu'il n'a toujours pas vu et compagnie. Elisabeth, elle est toujours butée par rapport à Darcy. Darcy n'a pas non plus renouvelé sa demande, il me semble, dans sa lettre, parce que il s'est pris un refus. Monsieur s'est pris un refus quand même d'une nana dont la famille fout la honte. Au secours. Et oui, il y a eu l'épisode Wickham aussi, où on sent... En fait, l'impression que j'avais, c'est que Wickham s'est dit « Oh putain, elle a appris des trucs ». Donc il a encore essayé d'en rajouter pour dire « Oui, je suis la victime, etc. » Mais j'ai l'impression qu'ils sont séparés ou comme s'il y avait un espèce de secret qui avait été éventé. Et que Wickham, en fait, il marchait un peu sur des œufs en essayant de recharger Darcy et en disant pas trop non plus parce qu'il savait pas trop ce qui avait été dit ou enfin ce qu'Elisabeth avait l'air de savoir ou pas. Donc c'était assez particulier. Donc on a fait le tour. Il y a ça, donc Jane Bingley où ça a l'air d'être mort. Wickham, c'est finito pipo, il est parti. Lydia est partie en voyage. Darcy, on n'a pas de nouvelles depuis la lettre. Elisabeth n'a pas écrit et elle ne veut toujours pas le revoir parce qu'elle ne l'apprécie toujours pas. Et donc ils vont faire leur petit tour, donc pas dans la région des lacs, mais du coup ils vont faire un tour à Pemberley pour aller visiter le château. Donc voilà. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Donc sachant qu'il reste quand même
Il reste 70 pages à peu près là. Il reste de la 43 à 61, 19 chapitres, 18 chapitres. Vous calculez mieux que moi. Je ne dis rien. Je sais. Ha. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais spoiler. Je vais pas faire exprès, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories sur ce qui peut se passer par la suite. Parce qu'il y a des choses du coup. Bon, là, je suis déjà en train de à moitié envisager de détourner à moitié un spoiler en disant, mais en disant pas trop. On peut être surpris par certaines choses et pas par d'autres. C'est la cohérence en fait, tout simplement. La cohérence de l'histoire que Jane Austen elle a construite. Donc je me tais et je vous souhaite un très bon dimanche, bien au chaud. Enfin, je sais pas vous, mais là ça commence vraiment à se réchauffer chez nous. Ça sent le printemps, ça sent la fleur. Il y a du soleil, il n'a pas plu depuis quelques jours, donc là c'est assez agréable. À tout bientôt, à demain pour ceux qui sont là pour la peau de chagrin qui va tranquillement se terminer aussi. Parce que pour la peau de chagrin, je suis à 75%. Je crois qu'il va rester 2-3. Il est assez conséquent comme bouquin. Passez un très bon dimanche, passez un très bon week-end. Salut et rêvez tout grand. C'est important de rêver tout grand.